Bonsoir à tous. 579 000 millionnaires, c'est bien simple. Il n'y a jamais eu autant de riches en France. Et on vient même de rentrer dans le top 5 des pays où on en trouve le plus de ces millionnaires devant le Royaume-Uni. Au moment où Emmanuel Macron a décidé de s'attaquer à l'impôt sur la fortune, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, eh bien nous, on a décidé de s'intéresser à nos rêves de fortune. Ah, si j'étais riche, c'est le thème de ce nouveau numéro de Complément d'enquête. L'argent est très estimable quand on le méprise, disait Montesquieu. Et pourtant, c'est vrai, on a tous eu envie un jour ou l'autre d'en avoir un peu plus de l'argent. Que diriez-vous pour commencer d'être riche à Bitcoin, cette monnaie virtuelle, cette crypto-monnaie, comme on dit, qui a fait la fortune bien réelle d'une nouvelle génération de millionnaires? Alors on s'est demandé, nous, si c'était là le nouveau jackpot ou la prochaine bulle qui va nous éclater en pleine figure. Vous les prenez pour des décérébrés, eh bien vous avez tort. Les businessmen et businesswomen de la télé-réalité qui gagnent de l'argent, parfois des fortunes, en se vendant à des marques. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec Nabila Benatia qui sera dans les fauteuils rouges. Et puis, vous vous souvenez forcément de ça. Coucou! Au revoir, président! Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? C'est Pierre. Au revoir, président! Au revoir, président. Voilà, gagner au loto, tout plaqué, ça c'est un rêve largement partagé. Sauf qu'après le gros lot peuvent venir aussi les gros ennuis. Et là, vous vous dites, mais que fait-il ce soir devant ce passage parisien dans le 2e arrondissement de Paris? C'est le passage du Grand Cerf, il date de 1825, mais il est aussi terriblement 2017, ce passage, parce qu'on le surnomme le boulevard des bitcoins. Car l'originalité, encore rare, c'est que dans les magasins que vous voyez derrière moi, eh bien, on peut payer ses achats avec le bitcoin, cette monnaie virtuelle que vous ne verrez jamais, mais qui fera peut-être demain votre fortune. Enquête dans le monde des nouveaux millionnaires, c'est avec Thomas Lelong. C'est l'histoire d'un petit billet oublié au fond d'une poche. Il y a 4 ans, lors d'une précédente enquête, j'ai changé quelques euros contre du bitcoin, une monnaie virtuelle à laquelle personne ne croyait. L'histoire aurait pu s'arrêter là, jusqu'à ce que je découvre, au cœur du Sentier à Paris, la maison du bitcoin, cette banque d'un nouveau genre. Le bitcoin a désormais pignon sur rue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je viens vous voir parce que j'ai acheté un petit peu de bitcoin en 2013 et D'accord. je voudrais aujourd'hui faire une vente retirée en euros. D'accord. C'est 0,14 bitcoin. 0,14, d'accord. Je vais juste prendre votre pièce d'identité, s'il vous plaît, merci. 0,14 bitcoin. À l'époque, cela représentait 11 euros. Tenez pour le passeport. Merci. Donc on vend la totalité du portefeuille? La totalité. D'accord. Ça va vous faire 411,16. 411,16 euros. Dans le jargon des traders, on appelle ça faire un x40. D'accord. Félicitations, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Sauf qu'à Wall Street ou dans la City de Londres, Only passport, no card. rares sont les investissements qui permettent de multiplier par 40 une mise initiale en si peu de temps. Vous avez juste en fait à cliquer sur virement. À la maison du Bitcoin, c'est jackpot tous les jours pour les clients. Vous les avez achetés à combien, ceux-là Ça venait à peine de franchir la barre des 500. Et là, on est à 3 000 $, je crois. De calque. 3 250. Voilà. Ah oui. La plus-value sur le Bitcoin. C'est d'accord. Ok. On a l'histoire d'un client qui est arrivé et il était là. Bon, à combien est le Bitcoin aujourd'hui? 200, 300, c'est ça? Non, il est à 3000. Il était à 3600, c'était il y a un mois et demi. Il avait genre 306 Bitcoins, quelque chose comme ça. Ce qui représente un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, ça peut arriver. Le Bitcoin, la ruée vers l'or, version 21e siècle. Un succès bâti sur les cendres d'un des plus gros cataclysmes financiers. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. En 2008, la banqueroute de Lehman Brothers amorce une crise économique planétaire. La 4e banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vider leurs bureaux. Quelques mois plus tard, un mystérieux Satoshi Nakamoto apparaît sur Internet. Derrière ce pseudo, un génie de l'informatique.
il vient de créer le Bitcoin. Une monnaie virtuelle indépendante de tout gouvernement et de toute banque centrale. Voici son ADN, ses lignes de code très complexes. N'importe quel citoyen dans le monde entier peut désormais fabriquer et échanger du Bitcoin. De l'argent à portée de tous, mais très volatile, car la valeur du Bitcoin ne dépend que de l'offre et de la demande. Plus les gens en achètent, plus il augmente. Aujourd'hui, son cours atteint un sommet historique, 3 900 € pour un Bitcoin. Des investisseurs au nez creux auraient bâti leur fortune sur cette monnaie virtuelle. Qui sont ces nouveaux millionnaires ? Ce bar parisien est devenu leur QG. Depuis 4 ans, les adeptes du Bitcoin s'y réunissent une fois par mois. Ça marche pour le Bitcoin parce qu'on s'en fout de la vérité. Ici, les discussions de comptoir peuvent donner la migraine. C'est dû au fait que la blockchain Ethereum est beaucoup plus dure à parser que la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire quoi parser? Au mur, pas de menu, mais les cours du Bitcoin. Tu veux 2 pains de Stella? Ouais, très bien. Sofiane a été le premier barman parisien à accepter les règlements en monnaie virtuelle. Non, j'ai payé en Bitcoin. Ça te fait 32 s'il te plaît Quentin. Alors, transaction en Bitcoin, c'est ma 3e ce soir. Il suffit simplement de scanner ce code barre nouvelle génération. Je prends. Voilà. Quentin, un habitué, vient de régler son addition. 0,0082 bitcoins sont passés de son compte à celui du barman. Les garçons, ça vous fait 6 chacun, il y en a un qui paye en Bitcoin ou pas? Non, je paye dans Bon, très bien. C'est devenu le mode de paiement préféré de Sofiane. Tu payes comment? D'accord. Vous avez l'air déçu. Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Ouais. Parce que tu sais qu'en fait, les transactions, en général, lorsque j'encaisse 16 € en Bitcoin, 3 jours après, ça se transforme en 9 €. Je te raconte pas pour ceux qui ont des tablettes de 200 € qui, 3 jours après, en fait, leur addition s'élève réellement à 110 € de plus. C'est ce qui est fantastique. D'ailleurs, c'est la première des raisons pour laquelle j'ai accepté le Bitcoin, en fait. C'était il y a 4 ans, à une époque où un Morito se vendait un quart de Bitcoin. Près de 1 000 € aujourd'hui. Sachant que j'ai gardé tous les bitcoins que j'ai encaissés depuis janvier 2013, depuis l'année 2013. Donc je les ai vraiment tous gardés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Je suis très heureux. Avis aux amatrices, jeunes millionnaires en action. Les Bitcoin millionnaires, des hommes jeunes pour la plupart, passés des jeux vidéo à la finance. Acheter et revendre. Aujourd'hui, ça fait plus partie que du monde des traders. Aujourd'hui, on trade tous, même la France d'en bas. Et je rends pas la monnaie en Bitcoin. Des geeks reconvertis en traders autodidactes, prêts à lâcher leur boulot pour faire fructifier leur portefeuille de Bitcoin. Il y a 3 ans, Quentin a démissionné de son poste d'ingénieur. À 29 ans, sa fortune en Bitcoin s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, ici, c'est chez moi, c'est mon appartement depuis quelques années maintenant. Vous voyez, il y a quelques petits trucs Bitcoin parce que j'ai tendance à collectionner un peu ce que j'apprécie. Riche en Bitcoin, mais pas en euros. Quentin est toujours locataire de ce studio de 29 mètres carrés. Je peux pas prendre d'appartement plus grand avec mes Bitcoins parce que les agences demandent un salaire. Et le Bitcoin n'est pas un salaire. Quentin a monté une petite start-up qui lui assure un revenu minimum. Mais son job le plus lucratif, il l'exerce depuis son salon, transformé en salle de marché. Aujourd'hui, ça bouge pas trop. On a des cours assez stables. Depuis 2 ans, d'autres devises inspirées du Bitcoin, comme PP Cash, Dash ou Doge, se multiplient sur Internet. Quentin est devenu trader en monnaie virtuelle. Il y a énormément de crypto-monnaies. En fait, là, on a un site qui a référencé 1128 crypto-monnaies. Avec mes bitcoins, je vais acheter une autre crypto-monnaie. Le principe du trading, c'est assez simple, c'est d'acheter bas et revendre haut. J'essaye d'en acheter le plus possible actuellement.
dans l'idée qu'une fois que les gens vont comprendre l'intérêt de cette crypto-monnaie, le cours augmente fortement. Certains spéculent à domicile, d'autres ont opté pour une stratégie encore plus payante pour faire fortune, fabriquer des bitcoins. C'est une terre battue par les vents, isolée dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Notre enquête se poursuit en Islande. Après plusieurs semaines de négociations, nous sommes sur le point de rencontrer un chercheur d'or numérique. Mais pour pénétrer dans ce monde fermé, il faut montrer patte blanche. L'homme nous a simplement fixé un rendez-vous dans une station-service du nord de l'île. Bonjour. Suivez-moi, je vais vous montrer mon endroit secret. Marco Krohn est un ancien banquier allemand, aujourd'hui à la tête d'une multinationale. Il nous conduit dans le centre névralgique de son entreprise. Un endroit isolé dans la campagne islandaise, ultra sécurisé. Il y a des millions de dollars de matériel investi ici. Ça coûte très cher. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder cet endroit secret, à l'abri des personnes mal intentionnées. Nous pénétrons dans ce que l'on appelle une mine de bitcoin. Hey, bonjour Alès, comment ça va? Ça se passe bien? Ça va. Tout va bien? Oui, oui. Une mine, sans piolet ni galerie souterraine, mais avec des ordinateurs dernier cri qui fabriquent des bitcoins nuit et jour. Il y a ici environ 15 000 processeurs. Et connectés tous ensemble, ils constituent l'un des ordinateurs les plus puissants du monde. Chacune de ces machines produit des monnaies virtuelles. Nous fabriquons de l'argent. Créer des bitcoins, c'est résoudre un problème mathématique complexe, énoncé par le code informatique initial. À chaque fois que l'ordinateur trouve la solution, Marco Krohn empoche un bitcoin. Certains comparent le bitcoin à de l'or, car ils ont les mêmes propriétés. Il n'y a qu'une quantité limitée de bitcoin disponible. Donc il faut du temps pour en trouver des nouveaux. 16 millions de bitcoins ont été fabriqués depuis la naissance de cette monnaie. Le code informatique initial a prévu un plafond fixé à 21 millions. Plus le stock de bitcoins s'amenuise, plus les calculs pour en dénicher de nouveaux deviennent complexes. On a commencé avec une toute petite mine. C'était juste une petite machine avec 4 microprocesseurs. Voilà comment tout a commencé. Et 2 ans et demi plus tard, on a construit cet énorme bâtiment. C'est devenu un business complètement fou. Aujourd'hui, Marco Krohn est à la tête d'une industrie. 4 hangars géants en Islande et une nouvelle mine de bitcoin en Géorgie. Combien d'argent fabriquez-vous chaque jour? Ça, c'est une question un peu délicate. Je ne peux pas le dire précisément, mais bien sûr, on connaît ce montant. On fabrique des centaines de milliers d'euros chaque jour ici. Fabricant de bitcoin, un métier bien plus rentable que celui de banquier. J'étais un banquier un peu atypique. Je parlais du bitcoin à tout le monde, mais la plupart de mes collègues à la banque, ça ne les intéressait pas. Ils pensaient sans doute que j'étais fou. Et puis ensuite, ils ont observé la montée du cours, de 15 à 50, à 100, à 500, à 1000 $. Et ils se sont dit, oh, j'ai peut-être manqué une opportunité. Êtes-vous personnellement riche en bitcoin? Oui, bien sûr. Si vous avez commencé à amasser des bitcoins il y a 5 ans, vous êtes complètement stupide si vous n'avez pas gagné de l'argent avec. Je pourrais m'arrêter de travailler maintenant, me dire ok, je ne m'occupe plus de rien et avoir une super vie. Mais vraiment, j'adore ça. Selon une étude récente, 5 millions de personnes utiliseraient le bitcoin dans le monde. Les plus enthousiastes y voient la monnaie du 21e siècle. Et les engagements de certains gouvernements
commencent à leur donner raison. Tokyo, capitale mondiale du Bitcoin. Au Japon, cette monnaie virtuelle est officiellement reconnue comme moyen de paiement depuis le mois d'avril. Plus de 4500 magasins l'acceptent déjà, tout comme des bureaux de change. C'est sûr, ça va être un super business. Et même des banques d'investissement. Shibuya, le cœur palpitant de la ville la plus peuplée au monde. Des autocollants Bitcoin. Des autocollants Bitcoin gratuits. L'emplacement rêvé pour n'importe quel bonimenteur. C'est quoi le Bitcoin? Va sur le site, regarde et fais-toi plaisir. Voici Roger Ver, l'homme qui évangélise les foules, le prêcheur du Bitcoin. Depuis quelques années, on m'appelle Bitcoin Jesus. Mais je ne crois pas en Dieu. Je crois juste aux mathématiques et c'est l'essence du Bitcoin. Né en Californie, installé au Japon depuis 11 ans, Roger Ver vit et respire Bitcoin. J'adore parler aux gens du Bitcoin. Je pourrais le faire jour et nuit. Le seul problème, c'est que chaque soir je suis fatigué. J'ai besoin de mes 7 heures de sommeil. Bitcoin Jesus a des allures d'étudiant un peu fauché. Pourtant, sa fortune est estimée à 52 millions de dollars. Il est classé 3e au rang des Bitcoin millionnaires. Sur Internet, nous voici dans mon salon à Tokyo. On le voit flirter avec les nuages dans son appartement ou afficher sa Lamborghini aux couleurs de la devise emblématique. Roger Ver ne rate jamais une occasion de vanter les mérites de sa monnaie fétiche. Ce matin-là, il s'entraîne au jiu-jitsu au sommet d'un building, propriété de son adversaire, un businessman spécialisé dans l'immobilier. Il a une super garde, je passe un sale moment. Ce patron s'est laissé envoûter par Bitcoin Jesus. Transaction quasi immédiate, sécurisée et sans frais bancaires, les arguments ont fait mouche. Il a eu la patience de m'expliquer le Bitcoin tellement de fois, j'y connaissais rien. Et il a réussi à vous convaincre? Oh oui, complètement. Pour moi, c'est l'avenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Roger Ver et le Bitcoin, c'est l'histoire d'une revanche à prendre sur son pays natal. Il y a 15 ans, il tenait un site d'e-commerce aux États-Unis. Il a purgé 10 mois de prison ferme pour y avoir vendu des feux d'artifice sans autorisation. Une sentence sévère pour un délit mineur. En 2014, j'ai renoncé à la citoyenneté américaine. Je n'ai même plus de passeport américain. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Pourquoi? Les États-Unis représentent l'impérialisme. Ils font la guerre. Ils balancent des bombes sur des innocents. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Un discours radical aux accents libertaires. Derrière cette course effrénée au Bitcoin, la quête d'un idéal, celui d'un monde sans entrave. Si tu as des bitcoins, aucune institution ne peut saisir ton argent par la force. Aucune autorité ne peut bloquer tes paiements. Donc si tu es partisan de la paix, tu devrais aimer le bitcoin. Le bitcoin, c'est la monnaie de la paix. Le dollar et les autres devises, ce sont celles de la guerre et de la corruption. Son rêve, que la monnaie virtuelle supplante un jour le dollar. Pour inonder la planète de Bitcoin, Roger Ver a créé une plateforme financière, un site fréquenté par plus d'1 million d'internautes chaque semaine. Le millionnaire n'hésite pas à y aller de sa poche. En un clic, il dépense plus de 5 millions de dollars en matériel informatique. Et en commercial acharné, il insiste pour offrir un petit cadeau aux téléspectateurs de France 2.
Je vais envoyer de l'argent de mon téléphone vers cet écran de télé. Et quiconque regardera l'émission pourra scanner le code que je vais vous révéler. Et voilà, quiconque scannera ce code sur sa télé recevra 1100 €. Malheureusement pour vous, Complément d'enquête n'est pas un jeu télévisé. Nous avons dû flouter le code. Nous n'avons pas eu besoin de banque, ni de la permission d'un gouvernement. Personne dans le monde ne peut contrôler ou geler votre compte. Vous êtes prêt à donner 1000 €? Vous avez dépensé beaucoup d'argent de cette façon? Je ne peux même pas compter le nombre de bitcoins que j'ai donnés. Au moins des dizaines de milliers depuis toutes ces années. C'est un moyen fantastique de convertir les gens. Je suis sûr qu'énormément de téléspectateurs vont sauter sur leur téléphone parce qu'ils les veulent, ces 1000 €. Mais dans le monde merveilleux de Roger, il y a pourtant une faille. Les coffres-forts dans lesquels sont gardés les bitcoins sont parfois vulnérables. Depuis 3 ans, les vols de bitcoin par des pirates informatiques se multiplient. Marc Karpeles est emmené par la police japonaise. On l'appelle le baron du bitcoin. Ce Français de 32 ans expatrié à Tokyo est au cœur d'un scandale retentissant. Interpellé en 2015, Marc Karpeles est accusé d'avoir piraté sa propre plateforme d'échange. 650 000 bitcoins volatilisés, soit près de 2,5 milliards d'euros aujourd'hui. Et des centaines de victimes présumées comme ce Britannique. Vous m'avez pris mes bitcoins. Mais laissez-moi rentrer. Vous m'avez pris mes bitcoins. Marc Karpeles a passé 1 an en prison. Son procès vient tout juste de s'ouvrir au Japon. Pour les victimes de ces braquages 2.0, pas de recours, pas de possibilité de remboursement. C'est peut-être la raison pour laquelle aucune banque française ne propose le bitcoin. À la Banque de France, cela fait 4 ans qu'on tire la sonnette d'alarme. Le premier risque, c'est que quelqu'un qui dispose d'un montant en bitcoin risque de voir sa valeur décroître extrêmement rapidement. Le second risque, c'est de ne pas pouvoir récupérer les sommes investies au moment où l'utilisateur le souhaite. Puisqu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait d'autres utilisateurs qui soient désireux au même moment de vous acheter les bitcoins contre de l'euro. Et troisième risque, c'est bien entendu le risque de fraude informatique avec le risque de vol de vos avoirs en bitcoin. Certains disent que c'est la monnaie du 21e siècle. Certainement pas. Certainement pas. Le bitcoin est un instrument spéculatif. C'est certainement pas un instrument de paiement. Essayez d'aller faire les courses dans votre quartier en bitcoin, vous risquez de mourir de faim. Des sites de e-commerce, des boutiques, des restaurants acceptent pourtant de plus en plus les règlements en monnaie virtuelle. Et il n'y a jamais eu autant de curieux à la maison du bitcoin. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Aux côtés des habituels geeks, soyez les bienvenus à la maison du bitcoin. On trouve désormais des cadres, des retraités, des petits épargnants. Une nouvelle vague comme Internet à un moment, donc pourquoi pas la saisir, quoi. Si vous l'avez acheté quand ça valait 50 €, ça en vaut 3000 et quelques aujourd'hui, ça peut faire une fortune. Ça y est, c'est décidé, j'investis. J'investis. Combien Logiquement, 4 999 €. On m'a parlé de 100 000 € dans 10 ans, donc on ne sait jamais. Ouais. Face à un tel succès, même la présidente du FMI, Christine Lagarde, vient de reconnaître le potentiel du bitcoin, une devise qui, selon elle, pourrait donner du fil à retordre aux monnaies existantes. Les millionnaires du Bitcoin, c'est une enquête de Thomas Lelong avec Antonin Marcel et Max Pacro. Alors, on est toujours dans ce passage du Grand Cerf à Paris, lieu qui allie tradition et modernité, puisque dans les magasins que vous apercevez derrière moi, on peut payer en Bitcoin. Et je suis sûr que vous vous demandez là s'il faut vous précipiter pour aller acheter cette monnaie virtuelle ou au contraire fuir ça comme la peste. Pour nous aider à trancher la question, eh bien, je reçois Ludovic Subran. Bonsoir Ludovic Subran. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Euler Hermès, spécialiste de l'assurance crédit. Vous couvrez 1000 milliards
milliards d'euros de transactions entre les entreprises. C'est du lourd, comme on dit. Et vous jonglez entre les dollars, les euros et les bitcoins toute la journée. C'est vrai que ça a un petit côté fruit défendu quand même, ces bitcoins. On a envie d'y aller, on a envie de croquer la pomme et en même temps, on se méfie un peu. Mais est-ce que tout cela est bien légal? Ça fait partie des questions qu'on se pose. Ça dépend. Ce qu'on sait, par exemple, l'autorité des marchés financiers en France vient de s'assurer que ça ne rentrait dans aucune définition d'instrument financier. Donc avant même de penser à le réguler, ils sont en train de se dire, en fait, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est un animal qu'on ne connaît pas. Donc dire que c'est légal ou illégal, c'est difficile. En revanche, oui, c'est pas très encadré. C'est-à-dire que si on regarde depuis le début de l'année, si vous avez investi en Bitcoin au 1er janvier, vous avez gagné 400% de la valeur de ce que vous avez investi. Mais c'est pas trop rentable pour être vrai, ça? C'est pas trop beau pour être vrai? Si vous voyez, c'est dévoyé. C'est-à-dire qu'à la base, c'était censé être une monnaie d'échange. La genèse, c'est au début de la crise financière, où on est dans un passage où les gens l'utilisent comme une monnaie de paiement. Et pourtant, dans votre reportage, on voit bien, ceux qui vraiment s'intéressent à la monnaie, ce sont les spéculateurs. Ce sont plutôt la France d'en bas, disait un de vos commerçants, c'est-à-dire des gens qui se disent, moi aussi, j'ai envie de spéculer, d'avoir accès à cette monnaie. Et donc, quand on spécule, forcément, on a des gros rendements, mais aussi on a de gros risques. Et donc le vrai problème aujourd'hui, c'est le mot a été prononcé plusieurs fois, la bulle. C'est la bulle. Mais la bulle. Est-ce que vous pensez que ça va s'effondrer, que ça va exploser? Moi, ce dont je suis persuadé, c'est que comme l'avènement d'Internet, avec les .com du début des années 2000, les gens qui aujourd'hui investissent en Bitcoin ont fait de l'argent, vont certainement continuer d'en faire, mais du jour au lendemain, ils peuvent, en perdre beaucoup, et surtout, à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura certainement d'autres monnaies. Dans le reportage, il y a quelque chose d'intéressant qui est dit. Ils disent cette monnaie-là est plus sûre que l'autre. Et donc, il y a cette envie de qualité dans les crypto-monnaies qui va certainement faire que certaines des monnaies vont perdre de leur valeur parce qu'elles vont être vues comme plus vulnérables que les autres. Donc, il y a un effet de bulle dans le sens où il y en a d'autres qui se créent chaque jour et qu'il y en a certaines qui vont certainement attirer davantage l'œil. C'est pareil entre le dollar, l'euro, le yen, le yuan chinois. Il y a cette concurrence entre les monnaies et donc le Bitcoin n'échappera pas à cette concurrence-là. Alors, la concurrence entre monnaies, c'est classique. Mais là, il y a quand même un point négatif, un point faible, c'est celui du piratage. Les Nord-Coréens, des hackers, des pirates nord-coréens sont passés à l'attaque ces derniers mois. Le bilan, je crois, plusieurs millions de dollars envolés, c'est ça, sur le Bitcoin. Aujourd'hui, quand on a un livret A, on ne risque pas de se le faire pirater. L'argent qu'on a en banque, on l'a et voilà, c'est réglé. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les levées de boucliers viennent principalement du secteur bancaire. C'est-à-dire les banquiers disent attention, c'est très risqué. Vous aviez même un banquier central dans votre reportage qui dit attention la fraude, attention la perte de valeur, attention à l'impossibilité de convertir cette monnaie. Ce qui est sûr, c'est que dans ce cas-ci, la menace n'est pas encore définie, donc ça fait davantage peur qu'une banque où on comprend assez vite que c'est encadré, c'est régulé, ça rassure. Ici, on a plutôt des facteurs qui ne rassurent pas ou très peu. Moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est que finalement, on ne sait pas d'où elle vient, cette monnaie. Il y a ce fondateur qui a un nom mystérieux, Monsieur Nakimoto, c'est ça, on ne sait même pas s'il est vraiment japonais, on sait même pas. Il y en a qui disent maintenant qu'il est australien, on l'entendait dans le reportage. C'est quand même pas, ça paraît pas être des bases très solides. Si vous voulez, on est sur quelque chose qui est... c'est le Saint Graal d'arriver à contrôler l'argent. C'est le dernier truc, c'est le dernier bastion, si vous voulez, des choses qui sont régulées et qui fonctionnaient dans l'ancien monde. Donc il y a peut-être un côté fantasme très fort autour des créateurs. Dans le reportage, on voit les terres islandaises où on va faire de la mine de Bitcoin. Je trouve qu'il y a forcément un côté un peu magique ou fantasme derrière le Bitcoin. Après, dans les faits, il y a quand même au quotidien des transactions et un échange entre cette monnaie et d'autres monnaies. Donc oui, attention. Vous parlez du livret A tout à l'heure. Un des sujets qu'on a en France aujourd'hui, c'est que les Français travaillent pour épargner, mais que leur épargne ne travaille pas pour eux. La richesse, rien. Non, ça rapporte très peu. Ils perdent d'ailleurs beaucoup d'argent puisque 2/3 de l'épargne financière des Français est placée sur des comptes en banque qui perdent de sa valeur avec l'inflation. Donc là, vous avez exactement l'opposé. C'est-à-dire vous avez une monnaie, vous avez ce commerçant qui garde les bitcoins, il les garde depuis 2-3 ans et aujourd'hui, il est millionnaire. Il est millionnaire, mais s'il veut pas être très honnête, il peut aussi frauder le fisc, lui, parce que finalement, personne ne sait qu'on paye ses bières en bitcoin là-bas, il peut laisser ça. Ça pose aussi un petit problème par rapport à la fiscalité ou pas? C'est, je pense, le cœur du sujet. C'est-à-dire, il y a dans votre reportage des gens qui sont des ayatollahs du Bitcoin. Et puis vous avez des gens qui disent non, absolument pas, c'est mal. On a des pays qui l'interdisent, la Corée du Sud, la Chine, etc. Et il y a une troisième voie qui est de dire ça existe. Donc au lieu de faire non, je ne veux pas voir, il faut regarder. Il ne faut pas être en retard sur ce phénomène-là. Et donc on arrivera à taxer,
on arrivera à réguler, on arrivera à encadrer pour que les pertes soient limitées si on s'y intéresse. Prudent, mais vous y croyez, vous, visiblement, au Bitcoin, celui de Ludovic Subran. Ma dernière question, elle est toute simple. Est-ce que vous avez acheté des Bitcoins pour vous? Vous savez, les économistes, c'est les pires. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors moi, je suis typiquement l'épargnant français le pire. J'ai tout en compte en banque. J'ai même pas je suis pas propriétaire. Alors les bitcoins, je m'y suis intéressé parce que cet été, un de mes collègues me dit, j'ai gagné à peu près 4 à 5 000 euros, c'est des grosses sommes, en investissant un petit peu en bitcoin. Donc j'ai téléchargé l'application, mais j'en ai pas encore acheté un seul. Donc vous savez, le problème, c'est on est bon pour donner des conseils, mais pour soi-même, on n'est jamais très bon. Merci beaucoup, Ludovic Subran, d'être venu ce soir dans Complément d'enquête. Alors il y a ceux qui rêvent de faire fortune avec les bitcoins, et puis ceux, souvent très jeunes, qui profitent du label vu à la télé, ou plus exactement du label vu dans des émissions de télé-réalité. Pour s'enrichir encore plus vite, ils se servent en fait de leurs millions de fans sur les réseaux sociaux pour transformer leur notoriété en monnaie. Enquête étonnante, là encore, signée Nathalie Sapena. Et on se retrouve tout de suite après avec Nabila. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais Sarah Frézou est une star. Cet après-midi, elle a rendez-vous chez un grossiste en veste de cuir, installé dans un entrepôt discret en Seine-Saint-Denis. Alors là, tu vas choisir les vestes. Ça va? Comment vas-tu? Bienvenue. Merci, impeccable, toujours bien accueilli. Accueillie en vedette. Devant le miroir. Le miroir. Sarah, la fille de Bondy, est l'une des candidates les plus célèbres de la télé-réalité. Elle s'est fait connaître par son physique hors norme. Ah non, pas du tout. Kim, je peux te parler 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Et ses légendaires coups de gueule. Va pas engrainer les autres et dire... Comme ici, dans les vacances des anges. Sur les gens. Ah, mais après, s'en fout, elle le ferme pas. Oui, je le ferme jamais. Ah, mais il y a un produit qu'on ferme. Ça, je vais regarder. Accompagnée par son agent, la séance d'essayage se déroule, le téléphone à la main. Moi, perso, j'aime bien celui-là. Dites-moi, je vais vous en montrer plusieurs. Donc déjà, ça, c'est le premier. Sarah se filme avec son téléphone toute la journée. Elle envoie ses vidéos sur Snapchat, des petits films courts et des photos qui s'effacent au bout de 24 heures. Je partage toute ma vie avec mes snappers. Donc aujourd'hui, il y a déjà 100 000 personnes qui ont déjà vu le Snapchat rien que depuis ce matin. Et les gens savent où je suis, et où j'achète, et ce que je prends, ce que je prends pas. Et des fois, m'aident à choisir aussi. Et les gens vous regardent. Exactement, exactement. Bah, Snap, c'est un peu notre petite télé-réalité de tous les jours. Ce jour-là, ce sont donc 100 000 personnes qui la regardent en direct, en train de s'extasier. Donc ça, c'est la deuxième. Je la trouve trop belle. Donc voilà, ça c'est 2. Aidez-moi à choisir parce que moi, dans une boutique... L'essayage, en fait, est une promotion. Un placement de produit pour une jeune marque de blousons de cuir. Vous avez vu le cuir que je viens de prendre? On peut vous mettre un col en fourrure. Sarah est là pour faire l'article. Oh, la bleue, elle tue! Les snaps s'enchaînent. Ah, j'aime trop la bleue. Sarah, c'est impressionnant. Très sincèrement, c'est impressionnant. C'est très rentable si vous voulez parler en termes de business. Voilà. Soyons honnêtes. Et Sarah, par exemple, pour un poste comme ça, elle est payée combien? C'est une moyenne. En fait, Sarah, c'est selon les statistiques. Après, nous, on ne peut pas parler de prix maintenant. Ah, les prix, exact. ça, c'est autre chose. Je pense que, voilà. Ouais. Pour cet essayage d'1 heure, Sarah sera payée en nature, avec un blouson d'une valeur de 600 €. En règle générale, elle touche plusieurs centaines d'euros pour chaque poste promotionnel. Et elle en fait tous les jours. Moi, c'est l'heure de ma petite douceur de la journée, donc mon petit chocolat chaud, parce qu'aujourd'hui, c'était journée détente. Une manne financière générée par le succès de la télé-réalité. Personnellement, j'en étais restée aux aventures de Loana dans le loft. C'était en 2001. 16 ans plus tard, pour les besoins de l'enquête, je découvre Les Marseillais, Secret Story, les incroyables aventures de Nabila. Une demi-douzaine de programmes regardés après l'école par 2 millions de jeunes téléspectateurs. Je zappe sur des histoires de coucherie, des embrouilles entre Jaja et Kim dans les vacances des anges. Bah non, mais c'est le monde à l'envers. Elle est bien, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux des bras? Et sur des quiz déconcertants. La capitale du Pérou, la Bolivie. Des candidats en quête de gloire et d'argent facile. La capitale de l'Afrique du Sud.
Je sais pas. Avant, on faisait de la télé-réalité pour être connu, pour l'expérience, pour la célébrité. Aujourd'hui, on fait de la télé-réalité parce qu'après, il y a un véritable business à faire. Et aujourd'hui, finalement, apparaître dans un programme, c'est s'assurer après de faire des placements de produits, donc de gagner de l'argent sans s'emmerder à l'usine et en restant cette génération poil dans la main. Des stars de la télé-réalité reconvertis en hommes et femmes sandwich sur les réseaux sociaux. Ils rêvent de fortune, mais gare à ceux qui deviennent trop vite has-been. Dans les quartiers chics de Paris, je suis invitée à l'événement mondain de la rentrée. Une grande soirée dans un hôtel de luxe avec le gratin de la télé-réalité. Je m'y rends avec Samia, la stagiaire de complément d'enquête. Elle a pour tâche de me piloter dans cet univers inconnu des plus de 25 ans. Nous voulons savoir combien gagnent ces starlettes. Ouais. Donc Jazz, là-bas, elle a fait les anges et elle est en ce moment même enceinte. Il s'appelle comment? C'est Marvin. Marvin de Secret Story. Et donc là, il parle avec Raphaël. Et ils sont connus, eux? Ouais. Et même incroyablement populaires. Quand elle aperçoit Mélanie de Secret Story, cette petite fille est en transe. Mais pourquoi tu pleures? Elle a gagné un concours, c'est chou. Un câlin. Oh là là, pourquoi tu pleures? Pour savoir ce que pèsent les candidats, il faut compter leurs fans sur les réseaux sociaux. Mélanie, 418 000 sur Instagram. Manon Marceau, des Marseillais, 1 million. Et 1,9 million pour Julien Tanti, des Marseillais également, la série qui cartonne. Plus on a de followers, mieux on est payé. Raphaël est un poids lourd du secteur. On gagne très bien notre vie. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, après, chacun ne gagne pas la même chose. Ça, faut bien en être conscient, c'est que ça veut dire qu'on ne gagne pas tous la même chose. Est-ce que vous gagnez votre vie grâce à vos followers? Vous avez combien de followers? 1 100 000. Ah oui, ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire un petit peu. Ouais. Et vous voulez pas me dire combien vous gagnez à peu près par mois Je peux pas vous dire combien on gagne par mois, mais moi, par exemple, on va dire c'est une tranche entre 3 et 6. 3 et 6 000. Ouais. Uniquement en placement de produit. Uniquement en placement de produit. C'est limite quand on part en tournage, c'est une perte pour nous. De ne pas avoir notre téléphone et pas de pouvoir faire les placements de produits, on perd de l'argent. Cette réception luxueuse est organisée par la grande prêtresse du placement de produits, Magali Berda. C'est elle qui a développé cette nouvelle économie. Qu'est-ce que représente Magali pour vous? Pour nous, c'est la personne qui nous permet de faire de l'argent tous les mois déjà, de une. De plus, elle est toujours là pour nous. Hormis être la personne avec qui on bosse, c'est la personne avec qui on parle quand on n'est pas bien, quand on a besoin de conseils. Comment vous définiriez votre métier? C'est pas... À la base, on fait de la communication sur les réseaux sociaux, mais j'avoue que le fait de travailler, en fait, s'est transformé en... Je sais pas, il y a un affect qui est rentré en jeu et c'est comme ça. Et c'est peut-être ce qui fait la réussite de la société, c'est qu'il y a l'affect qui est là et au final, ça marche. Un peu d'affect et beaucoup d'argent. En quelques mois, Magali s'est imposée comme la femme incontournable de la télé-réalité. Et moi, je suis très fière de représenter la télé-réalité. 80% des candidats font partie de son agence. Tout a commencé il y a 1 an et demi à Juan-les-Pins. À l'époque, Magali, courtière en assurance, est au chômage quand elle découvre par hasard une nouvelle opportunité de travail, le placement de produits dans la télé-réalité. Génial. Corinne, tu peux me donner une crème Hello Body, s'il te plaît, pour Jessica? Une crème. Les jeunes célébrités sont alors de plus en plus sollicitées par des marques, mais se font rarement rémunérer. Ça, c'est pour Mila? Ouais, Mila aussi. Magali flaire le filon, elle crée son agence. Ah c'est super joli. Je m'occupe de monétiser leur image sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire que la télé-réalité avant vivait que de télé-réalité et de booking en boîte de nuit. Aujourd'hui, on va dire, mis en avant un autre domaine. C'est une nouvelle forme de communication et je m'occupe d'organiser tout ça. C'est l'heure de l'approvisionnement pour Martika. Allez, ma chérie, voilà, je vais t'embrasser. Ça va? Et toi? Et pour Evie, 2 habitués des plateaux de télé-réalité. Allez, venez les filles, alors je vais vous faire choisir ce que vous voulez, comme ça au moins. On a des nouveaux bonbons finis? Ouais, il y en a plein, regarde. Miam, miam.
Tu peux nous donner tout ce que tu veux. Allez, mais les bonbons, c'est pas compliqué en général. Hein. Tout le monde prend tout. Bonbons, thé amincissant, crème, maquillage, produits cosmétiques. Tu sais, c'est le gommage pour les lèvres. C'est un nouveau, celui-là, il est à l'ananas. À l'ananas. Ananas, ouais, c'était... Des petites marques peu connues, mais des produits qui correspondent parfaitement aux attentes des adolescentes. Avec Magali, le secteur s'est organisé. Elle a imposé des contrats, des grilles de tarifs pour les annonceurs. Cette année, son chiffre d'affaires devrait dépasser les 2 millions d'euros. Voilà. Bon, de toute façon, plaisir. On s'appelle, hein, quoi qu'il arrive. Oui, il n'y a pas de problème. Evie a signé son contrat il y a 6 mois. Elle fait partie de ces centaines de jeunes femmes qui ont misé sur la télé-réalité pour mener la belle vie. Elle habite à Aix-en-Provence, dans une résidence au bord de l'autoroute. Bonjour Evie. Bienvenue chez moi. Donc c'est là où vous habitez? Exactement. Donc là c'est le salon. Ouais. La pièce à vivre principale avec 2 petits zèbres. Le balcon là-bas. Depuis 2 mois, elle a quitté ses parents pour s'installer dans ce petit appartement de location. La télé-réalité lui a permis de prendre son indépendance. Tout l'argent que j'ai reçu, je mettais de côté parce que moi je suis quelqu'un de très dépensière. Normalement, dès que j'ai de l'argent, il n'y en a plus le lendemain en fait. Donc là, j'ai fait les choses bien. À chaque fois que j'avais de l'argent sur mon compte, je l'ai donné à mes parents pour les mettre de côté pour pas que j'y touche. C'était la solution. Et parce que ça gagne bien quand on est candidate de télé-réalité? Ça dépend qui. Et c'est vrai que moi, j'ai pas forcément gagné énormément, genre des milliers, pas du tout. Mais assez suffisamment déjà pour me refaire un appartement. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. En ce moment, Evie n'a pas de tournage. Elle gagne sa vie grâce au placement de produits, avec la complicité d'une copine et sans trop se fatiguer. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau produit que j'ai reçu et je pense qu'il va vous plaire. Avec les bonbons finis, c'est jamais fini. Je vous présente. Je déteste écouter ma voix en snap après, c'est très bizarre. Donc voilà, là j'ai fini. Une fois que ma photo sera validée par la marque, après je la posterai sur Instagram et voilà, là je viens de gagner 250 € pour avoir fait ça. Donc c'est plutôt pas mal. Evie travaille depuis qu'elle a 17 ans. Vendeuse au McDo, au Carrefour, au Leclerc. Elle est esthéticienne quand la télé-réalité la repère. J'ai une personnalité explosive. Je suis extravertie. En 2016, elle débute dans Moundir et les Aventuriers et enchaîne 3 programmes en 1 an. Mais son dernier passage a été diffusé il y a 6 mois. Une éternité à l'échelle de la télé-réalité. Vu que là, je fais plus de programmes et que je passe plus à la télé, ça commence un peu à chuter. J'ai moins de followers qui s'abonnent à moi. J'en perds un petit peu sur Snap ou Insta. Enfin, sur Instagram, non, j'en prends, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, en une semaine, j'en prenais 10 000. Maintenant, en une semaine, j'en prends 200, 300. Voire 1000, et ça, c'est très rare. Mais oui, une fois qu'on n'est plus à la télé... si les gens, ils vous aiment bien, ils vous suivent, mais ils s'intéressent à d'autres nouveaux qui viennent d'arriver, etc. Voilà. Les followers, les voici. Un public versatile, sans pitié, avide de scandales. Et celui qui les nourrit tous les jours, c'est Jérém Star, l'influenceur le plus puissant de la télé-réalité. Son Snapchat est le plus regardé de France. Et à 27 ans, il écrit sa biographie, une plongée dans les coulisses peu reluisantes de la télé-réalité. Bon, Jérém Star, il y a du monde pour le lancement de votre livre? Bah oui, il y a pas mal de monde, je suis super content. Il y a beaucoup de filles, si j'avais été hétéro, je m'en serais secoué un paquet. Enfin, dans la limite de l'âge raisonnable, parce qu'il y a quand même des gens très jeunes. La provoque, le trash, c'est le fond de commerce de Jérém Star. Ce qui l'a rendu célèbre, ce sont ses interviews dans une baignoire. Alors attention, interview explosive, c'est du lourd, c'est le cas de le dire. Et bienvenue à Sarah Frézou. Oh, c'est quelle idée de se faire des culs comme ça en 2017? Non mais sans déconner, ils sont plus gros que la tête ces culs.
Même Nabila s'est prêtée au jeu. Quant à Evie, la candidate d'Aix-en-Provence, elle y est allée dans l'espoir de faire remonter sa cote. Ben vous savez quoi? Moi, je monte mes seins, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'ai le téton percé. Cette vidéo a été vue 1,5 million de fois. Faut être au cœur du scandale, faut avoir des histoires d'amour, faut se faire prendre en photo. Voilà, faut défrayer la chronique, faire le buzz sur les réseaux sociaux. Bad buzz is good buzz. Lui aussi sait vendre son image. Entre ses baignoires, ses contrats publicitaires, ses chroniques télé, Jérém Star dit gagner plus de 40 000 € par mois. Si je suis dans ce milieu et si je continue à m'intéresser à la télé-réalité, c'est parce que ça me rapporte beaucoup d'argent. Voilà, j'aimerais faire d'autres choses, évidemment, mais malheureusement, ma cible s'intéresse à des choses plus légères et la polémique, le trash, le scandale, ben voilà, ça buzz. Donc voilà, je pense que je vais continuer encore à profiter du système et finalement à remplir mes tiroirs. Pour Evie, malheureusement, les buzz ne suffisent plus. Bonsoir. Bonsoir. Entre deux placements de produits, pour arrondir ses fins de mois, elle travaille au First. Gogo danseuse, tous les samedis soirs. J'adore ça, j'adore danser en petite tenue. Et j'adore... j'ai l'impression que c'est un peu mon moment pas de gloire, mais de me dire je vais être surélevée, tout le monde va me regarder. Et ça me redonne un peu confiance en moi. Et puis ce que les gens ils peuvent penser, j'en ai rien à cirer en fait. Il est 2h du matin. Evie entre en scène. Pour chaque prestation, elle touche 100 €. Des petits cachets pour l'aider à démarrer sa nouvelle vie. Là, les sous de ce soir, je vais les mettre de côté pour acheter mon matériel pour mon entreprise ou alors pour me faire plaisir sur autre chose ou faire mes courses tout simplement. C'est de l'argent qui sert à tout en fait. Donc, voilà. Evie vient de créer sa micro-entreprise d'esthéticienne à domicile. Au grand soulagement de ses parents, ravis de la voir s'éloigner de la télé-réalité. Là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une carte bleue et un chéquier. Une carte bleue, attention danger. Oui, alléluia, concrétisation. Evie at home. Ah mais c'est le nom de ta boîte. Ouais, ça tue. Et là, c'est le drame. Pour Evie, c'est l'heure du bilan. La télé-réalité ne l'a pas rendue riche et ne l'a pas aidée non plus à surmonter ses blessures. Sa toute première émission, elle l'avait tournée juste après s'être séparée de son amoureux. Au départ, c'était pour faire chier Romain. Ah. Elle était vraiment dans un gros chagrin d'amour et je pense que ça a été sa manière à elle de se venger entre guillemets, hein, puisque voilà, et pour oublier cet amour qui a eu du mal à passer. Qui est toujours pas là, quoi. Mon cœur. À 22 ans, Evie revient tout doucement à la réalité. Freak Story, c'est une enquête réalisée par Nathalie Sapena avec Elouen Martin et Vincent Buchy. Changement de décor, nous voici à la Plaine Saint-Denis, devant les hangars gigantesques dans lesquels sont enregistrées les émissions de télé. Et c'est ici que sont enregistrées aussi les fameuses émissions de télé-réalité. Le Loft avec Loana, c'était dans ce coin-là. C'est ici qu'on enregistre Secret Story. Et c'est ici que je reçois Nabila Benatia. Bonsoir Nabila. Bonsoir Thomas. Merci d'être là ce soir. Merci. Vous avez 25 ans. Le monde de la télé-réalité, vous le connaissez bien, puisque vous êtes devenu célèbre en 2012, après avoir participé aux Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, et avec votre célèbre formule nommée Allo quoi. Et depuis, vous avez fait pas mal de chemin. On va avoir l'occasion d'en parler ce soir. Juste un mot, c'est étonnant quand même, cette enquête qu'on vient de voir. On ne se dit pas comme ça que participer à une émission de télé-réalité, ça peut devenir une cache-machine. Déjà, bravo pour ce reportage, parce que je le trouve intéressant. Je trouve qu'en ce moment, il y a une certaine diabolisation de la télé-réalité. Voilà, c'est pas que moi...
Je n'ai pas vraiment envie de prendre parti, mais je trouve qu'on jette un peu la pierre sur toutes ces émissions qui sont des tremplins pour certains. Voilà, ça... Que vous assumez totalement. Moi, j'assume totalement. Je veux dire, je trouve ça un peu facile quand on a un petit peu réussi, tout de suite de se positionner en disant oui, maintenant ça a changé. C'est devenu un business de participer à ces émissions, Nabila? Thomas, aujourd'hui, je peux vous appeler Thomas? Appelez-moi Thomas. Je sais que vos fans vous appellent vos petits shampoings, mais moi, Thomas, ça ira très bien. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un business. Si on arrive à tirer parti d'une émission et à construire sur du vide. Hein. Moi, quand j'ai commencé, on m'appelait la culture du vide. Voilà. Cependant, j'ai écrit 2 livres, dont un qui est un best-seller. J'étais chroniqueuse, j'ai défilé. Donc vous avez transformé le vide en quelque chose? Peut-être. Enfin, oui, je pense que oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai réussi à faire. Votre toute première apparition, c'était en 2011. L'émission s'appelait L'amour est aveugle. Vous cherchiez quoi au départ, vous? Le fun, la gloire, l'argent? Qu'est-ce que vous étiez venu chercher? Ce que je cherchais à l'époque, c'était surtout le point de vue pécunier, parce que... de l'argent, donc? De l'argent, clairement. Je n'avais pas de formation, je n'avais pas fait d'études, en fait. Voilà, donc mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. La maison est un peu partie en vrille après, donc forcément, c'était pas facile de se reconstruire. Hein, pour ceux qui connaissent le divorce des parents, c'est toujours un peu compliqué. Et voilà, on m'a tendu la main, on m'a donné quelque chose. Parce qu'on est toujours payé quand on participe à une émission de télé-réalité? Je pense que c'est le droit à l'image. Hein. Le droit à l'image est payé. C'était combien en votre France. Premier cachet pour cette émission? Oh là là, pas grand-chose. Pas grand-chose? Pas grand-chose, mais quand même quelque chose, un petit cachet qui était sympathique, oui. Là, il y a une série en cours sur Énergie 12, c'est Les incroyables aventures de Nabila et Thomas en Australie. Là, pour le coup, il se murmure que le cachet serait considérable, c'est vrai ou pas? C'est comme dans tout, hein. On commence un peu en bas de l'échelle, puis on gravit les échelons, et forcément, quand on acquiert un peu plus de notoriété que quand j'étais anonyme, c'est sûr que c'est plus les mêmes prix. Mais ça veut dire que ça coûte combien de faire tourner Nabila dans une télé-réalité aujourd'hui? Écoutez, déjà, il faut que le concept soit sympathique. Donc là, c'était faut que ça vous plaise. Faut que ça me plaise. Voilà. Là, moi, je fais toujours des programmes assez familiaux. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a toujours mon mari qui est là, il y a mon frère. Ça reste assez sympathique, assez enfantin. Mais c'est pas ma question. C'est combien? Ah, votre question. Non, c'est... On parle de 6 chiffres là pour la dernière série, par exemple. Oui, c'est le cas. Donc c'est au-delà de 100 000 € pour vous faire tourner. Ça peut varier, mais en tout cas, en général, je discute pas trop mes cachets. Alors vous avez, j'ai regardé, 2 610 000 abonnés sur Twitter, 2 600 000 sur Instagram. Vous avez plus d'1 200 000 fans sur Facebook, Nabila. Les marques vous sollicitent en permanence. Du coup, si moi je veux vous demander de me faire un coup de pub, de poster un tweet ou un message Instagram pour me faire de la pub, moi, ça va me coûter combien? Alors déjà, il faudrait que votre produit me plaise, pour commencer. Bon, ça c'est mort, mais tant pis alors. Il faudrait que votre produit me plaise, il faudrait que ça puisse correspondre à ma communauté, donc aux gens qui me suivent. Donc que des gens soient susceptibles d'acheter ce que vous leur proposez. Voilà, donc moi je suis beaucoup suivie par des jeunes femmes. Je sais pas trop, quand je regarde mes statistiques sur Instagram, c'est entre 12 et 35. Et tout ça relève quand même donc d'une stratégie marketing qui est très étudiée, très élaborée. C'est pas au hasard. Je peux pas vendre, je sais pas, une mousse à raser. J'ai pas de barbe. Allô, quoi. Bon, cela dit, Magali Berda, qui est votre amie, qu'on a vu dans le sujet de Nathalie Sapena, a dit qu'un post, une photo de vous, que vous publiez sur Twitter ou sur Instagram, c'est entre 3 000 et 6 000 €. C'est vrai? C'est pas faux. C'est pas faux. Après, on s'adapte en fonction des marques. Je veux dire, il y a des petites marques qui viennent nous voir et qui n'ont pas beaucoup de budget, mais ce qu'ils font est très sympathique. Donc on leur fait des prix, voilà. Mais ça peut être plus que 6 000 € pour un tweet? Oui, voilà. Après, il y a d'autres grosses marques qui ont plus de budget et forcément, c'est plus cher. C'est combien le sommet que vous ayez atteint? Je sais pas. Ça se dit ou ça se dit pas, ça? Je sais pas. Ça se dit pas. Vous savez, mais ça se dit pas, voilà. Alors vous avez créé un vrai business avec votre image, des livres, vous le disiez, votre propre émission de télé-réalité, Allô Nabila. Vous avez même lancé, j'ai vu, votre chaîne YouTube il y a quelques jours pour y faire notamment du placement de produits. C'est quoi votre métier, en fait, Nabila? Comment vous définiriez votre métier? Écoutez... C'était quoi déjà le mot? C'était trop bien, tu m'avais dit tout à l'heure. Là, vous demandez à votre attaché de presse. Venez, alors c'est quoi? Non, je rigole, parce que en fait, je lui ai dit que j'étais polyvalente, puis après je me suis trompée, j'ai dit que j'étais polygame, alors que non, je suis en couple depuis 5 ans. C'est pas exactement la même chose, ouais. Et donc, elle m'a conseillé un mot multipotentialiste. Et vous êtes multipotentialiste? Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
comme mot. Bon. Multipotentialiste. En même temps, on ne comprend pas très bien ce que c'est, mais on voit que ça rapporte. C'est quelqu'un qui a plusieurs potentiels et qui essaye justement de s'en servir et de les développer avec la chance qu'on lui donne. Mais du coup, vous êtes condamné à faire de la télé-réalité toute votre vie, Non, Nabila? pas du tout. Vous voyez, là, je fais plein d'autres choses. Enfin, j'ai des projets au cinéma qui vont être concrétisés au mois de mars. Oui, voilà, je vais tourner... Je vais tourner dans un film, voire deux. On me propose des choses. Il y en a que je refuse parce que je trouve que c'est plus ce que j'ai envie de faire. Je dis oui quand j'en ai envie. Ce film, ça sera quoi? Une comédie, un drame Je sais pas trop si j'ai le droit de le dire, donc... Mais entre nous, il est tard, vous pouvez y aller. Ce sera une histoire générationnelle, voilà. On vous a vu également dans la bande-annonce d'Orange is the New Black, hein, la série de Netflix. C'est vrai que c'est un vrai rêve chez vous. Est-ce que c'est l'objectif depuis le début, le cinéma? C'est l'objectif. J'aime jouer la comédie. J'aime m'abandonner à des personnages que je ne suis pas forcément. Je trouve qu'il y a une manière de thérapie pour moi. Ça me fait beaucoup de bien et donc voilà, j'aime beaucoup, oui. Et ben voilà, Nabila Benattia, multipotentialiste, bientôt au cinéma, et qu'on peut lire à votre dernier ouvrage, s'appelle Inclassable, il est publié chez Robert Laffont. Merci Nabila Benattia d'être venue dans Complément d'enquête. J'imagine que vous voir là dans les fauteuils rouges de Complément, ça va faire parler. La télé-réalité, ça vous colle vraiment une étiquette indélébile ou pas? Écoutez, non, il faut essayer de sortir des cases qu'on nous met en France. Voilà, je pense que chacun a sa place. C'est comme dans les politiques. Je veux dire, il y a des gens qui sont là pour changer le monde, et puis il y en a là qui sont simplement là pour s'en mettre plein les poches. Donc partout, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc vous, c'est plutôt pour vous en mettre plein les poches ou pour changer le monde? Moi, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux. Au moins, l'avantage, c'est qu'avec vous, c'est assumé. Merci Nabila. Est-ce que vous jouez au loto, tiens? Mon mari joue beaucoup, oui. Parce que demain, c'est vendredi 13, hein, évidemment. Alors peut-être que si vous jouez, vous aurez la chance de cet Espagnol qui a décroché 190 millions d'euros à l'euro-million. C'était il y a quelques jours. Mais quand la fortune vous tombe dessus, au hasard, les lendemains ne chantent pas forcément. Jean-Carl Lambert est allé au Québec voir des gagnants du loto qui n'ont pas gardé le sourire très longtemps. Merci Nabila, on regarde, à tout de suite. À Montréal, chaque mercredi après-midi, c'est le même rituel. Une soixantaine de personnes se pressent dans les studios de TVA. Bienvenue. Guy Mongrain est une vedette et son émission La Poule aux œufs d'or, une institution. Depuis 25 ans, il vend le même rêve, la fortune facile. Parmi les candidats du jour, Judith, venue avec ses proches pour lui porter chance. Mon gros lot dans la vie, c'est ma famille, mais c'est sûr qu'avec l'argent, on peut faire des rêves. C'est le fun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la... Audience moyenne, 1 million de téléspectateurs. Les 6 candidats repartent forcément avec un chèque de quelques milliers jusqu'à 1 million de dollars. Bravo. Ce soir, c'est Judith qui a la main heureuse. Est-ce qu'on a assez de 100 000? Claudia parlait de bonnes nouvelles. On les imprime, les bonnes nouvelles. De retour. 100 000 dollars qui tombent du ciel. Judith a déjà quelques projets pour elle, son mari et sa fille. Ça va être des voyages, on va gâter la petite fille, puis nos proches. Non, c'est ça. Vous n'avez pas peur aujourd'hui de gâcher trop rapidement cet argent? Vous êtes sûr de la façon dont vous allez l'utiliser? Je vais avoir la tête froide, puis on va faire les bonnes choses avec l'argent. C'est sûr qu'on va se gâter, mais on va être intelligent. Toucher le gros lot, ça fait toujours une jolie photo. La vie vous sourit, pleine de rêves, mais parfois, c'est la réalité qui vous rattrape. C'est une famille de l'Est de Montréal qui a remporté... Voici l'histoire d'une famille de Canadiens sans le sou, un fait divers devenu légende populaire. Il y a 30 ans, les Lavigueurs gagnent le super jackpot à Montréal dans des conditions rocambolesques. On va te compter comment c'est arrivé. J'ai perdu mon portefeuille. Mars 86, Jean-Guy Lavigueur gagne à la loterie, mais perd son ticket, 7,5 millions de dollars dans la nature. Jusqu'à ce qu'un passant trouve le bulletin et sonne à la porte. C'est lui qui est encore assis ce matin, ni il m'a porté le billet chez nous. Parce qu'il était pas endossé, le billet. Il était même pas endossé, rien. Avec ce geste rare, l'honnête homme fait le bonheur d'une famille pauvre. L'ouvrier au chômage devient millionnaire, comme ses 2 fils, une de ses filles et son beau-frère. Il partage même avec son bienfaiteur. La fabuleuse fortune des Lavigueurs
Une histoire qui va tenir les Québécois en haleine. Car le conte de fées vire au vaudeville. La deuxième fille, qui n'avait pas joué, réclame sa part du gâteau et attaque son père en justice. On était témoin du déchirement d'une famille. C'est sûr que c'était très intéressant pour les voyeurs que nous étions. Les Lavigueur s'écharpent, l'argent leur brûle les doigts, les médias les tournent en ridicule. Monsieur de Lavigueur. En une vingtaine d'années, la descente aux enfers d'une famille ordinaire. Près du port de Montréal, voici le faubourg Amlas. C'est l'ancien repère des Lavigueur. Ils vivaient au 2508 de la rue Logan. Le seul de la famille à être revenu dans ce quartier populaire, c'est Yves, l'un des fils. Fini les millions, il a créé ici sa PME et travaille la ferronnerie et la fibre de verre. C'est toute une table qui était toute cassée, plein de trous. Je l'ai toute réparée, je l'ai toute revitalisée. Aujourd'hui, Yves Lavigueur, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Pourtant, en 86, il était ce jeune homme de 18 ans, impatient de changer de vie. Après le jackpot, la famille s'installe à 1 heure de Montréal. Elle s'offre la maison de ses rêves. Un domaine de 5 hectares avec jardin paysager et manoir de 600 mètres carrés. Il y avait 17 pièces à l'intérieur, dont un très grand salon. Si on regarde, 54 fenêtres, 8 portes patio. Ça, c'était bain tourbillon, bain sauna, la chambre des maîtres. Le lit, c'était un lit rond, en plus. Puis on avait un arrangement floral d'environ 250 000 qui n'était pas rien quand même. C'est le prix d'une maison. Impossible pour les Lavigueur de rester discrets. Tous les jours, des curieux s'incrustent. On a fait poser les barrières électriques parce que le monde, il arrêtait, puis il ouvrait les barrières, puis il rentrait, puis il venait sonner, puis il disait « on s'en vient visiter ». Les seuls à avoir obtenu une invitation, c'est une équipe de la télé canadienne pour une émission spéciale à 1 heure de grande écoute. On monte-tu? Ah ben oui, bien sûr. C'est vous qui avez décidé d'acheter ça? Oui. Le propriétaire des lieux embarque le journaliste pour un tour complet du domaine. Ça, c'est ma salle de conférence. La salle de conférence? Oui. C'est ici que vous administrez votre argent? Vous faites ici les conseils de famille? Jean-Guy Lavigueur est fier de sa belle maison. Son salon tout confort. Ah, tiens, un sanctuaire. Vous vous êtes fait pour ça? Ben ça, c'est un cadeau que j'ai fait à ma fille. Ah oui? Le patriarche étale ses richesses sans complexe et profite de la vie, comme les autres gagnants. Pour le jeune Yves, qui a lâché son boulot, ce sera la nuit, la fête et les copains, toujours sous le regard des journalistes. Au début, ça ne lui posait aucun problème. Qu'est-ce que c'est tout ça, Yves? Ben c'est depuis 1986, toutes les fois qu'ils ont parlé de nous dans les journaux. On peut ouvrir n'importe quel journal, ils parlent de nous autres là-dedans, c'est sûr. Mais très vite, Yves en a assez des commentaires et des railleries. Et surtout, de toutes ces parodies diffusées à la télé. Ils veulent faire un film sur les plus célèbres millionnaires de la loto, la famille Lavigueur. Moi, je ferais une adaptation du bourgeois gentilhomme. Monsieur de Lavigueur, foi de... Le père d'Yves est présenté en nouveau riche, acariâtre et inculte. Me semble qu'avec ça, j'ai l'air d'une grande folle. Faute d'avoir du goût, ayez un peu d'honneur. Là, on se moque de votre père, en fait, hein? Ouais, on se moque de ma famille au complet. Pas rien que de mon père, si on l'écoute tout au complet, il se moque tout de nous autres. On nous a présentés comme des imbéciles, des nonos. Combien de fois il a fallu que je dise la vérité, le sens contraire de ce que le monde affirmait? Ça est arrivé des milliers de fois. Jusqu'à temps qu'un jour, je dise « assez, c'est assez ». On va la dire, la véritable histoire. Pour laver l'honneur de sa famille, Yves écrit un livre adapté à la télé. Une charge contre les médias, une critique aussi de l'Auto-Québec, qui les a vite oubliés. Le fait qu'il n'y a pas d'encadrement, tu es laissé à toi-même, à qui tu fais confiance? Quand tu sors du siège social de l'Auto-Québec avec ton chèque de 1,2 million, à qui tu fais confiance? Eh boy, bonne chance, parce que là, te voilà rendu dans la jungle.
La complainte des gagnants du loto, inaudible pour le grand public et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir gagné. Mais depuis une dizaine d'années, Loto-Québec propose un accompagnement. Cela se passe au siège de l'entreprise, dans un salon réservé aux nouveaux riches. Bonjour, vous êtes Marine? Bonjour, oui, enchantée. Merci, c'est sympa de nous recevoir. Ça fait plaisir. Allez, on fait comme si j'avais gagné alors? Oui, c'est parti. On arrive donc au Salon des millionnaires. Au programme d'abord, quelques bulles pour fêter ça. Bien sûr, on sert le champagne. Hein? Mais surtout, depuis l'été dernier, une première dans l'univers des loteries, Loto-Québec propose une immersion vidéo dans l'univers des gagnants. Donc, on commence par le casque de réalité virtuelle. Allez. Confortable? Ouais, très bien. La chance vous a souri. Félicitations. Au Québec, si vous gagnez, vous ne pourrez pas rester anonyme. Alors, pour mieux vous préparer aux sollicitations, voici Vie ma vie de nouveau riche. Hey, je suis tellement fière d'être ta sœur, là. Bravo. Non, mais c'est pas Des scénettes jouées par des comédiens. D'abord, les réactions de vos proches, qui ne manquent pas de projet. toi. Puis tu sais que mon plus grand rêve, ça a toujours été de m'ouvrir un gîte dans le sud. Puis là, ça tombe bien parce que le marché est à son plus bas. C'est le moment d'investir, là. Et justement, votre beau-frère est gestionnaire de compte. Moi, je suis la meilleure personne de confiance pour t'aider dans tes investissements. Et puis, il y a vos collègues de bureau, Non, mais bravo. Félicitations. Vraiment bravo. ravis pour vous forcément, et qui, tout d'un coup, vous trouvent bien du charme. Écoute, je sais que c'est peut-être un petit peu trop tôt, là, mais tu te souviens du projet qu'on voulait partir ensemble? C'est quand tu veux. Notre message clé, c'est d'apprendre à dire non et de prendre le temps d'y penser. C'est les deux phrases que nous disons le plus souvent. Prendre le temps d'y penser, ça veut dire se donner du temps, pas prendre des décisions trop rapides? Généralement, on suggère aux gens de faire un dépôt à court terme d'une durée minimale de 1 mois jusqu'à 3 mois avant de prendre une quelconque décision avec cet argent. Et c'est aussi un bel argument ensuite quand les gens nous sollicitent de dire « Honnêtement, j'ai bloqué cet argent, même moi, si je le voulais, je n'y ai en ce moment pas accès. » Derrière ce programme d'accompagnement, le message est clair. L'argent gagné facilement peut filer très rapidement. À Terrebonne, à 30 km de Montréal, c'est jour de course pour Léo Cloutier et sa femme Diane. Mais Léo préfère rester dans la voiture. Le moment est pénible pour Diane, car comme 1 ou 2 fois par mois, elle se rend dans une boutique solidaire. C'est une place que les gens qui sont pas fortunés, qui peuvent venir acheter des vêtements, de la vaisselle, tout ce qu'on peut imaginer. Là. Mais c'est à bas prix. Très, très bon prix à bas prix. Aujourd'hui, Diane n'achètera rien. Elle vient chercher un bon alimentaire distribué par l'association. 60 $ en ticket d'achat à dépenser dans un supermarché. Interdiction d'acheter des cigarettes ou de l'alcool, de la nourriture seulement, et avec un peu d'amertume. Vous aviez imaginé, Diane, devoir venir ici un jour? Non. La première fois que j'ai appelé ici, là, ils me demandaient mes rapports d'impôts, en tout cas, tous les papiers possibles. Là, j'étais là, oh my God, je fais la bonne affaire, tu sais. Dans quoi je m'embarque, là, ça n'a comme pas de bon sens, mais à un moment donné, il faut que tu deviennes à la réalité et te dire, mais regarde, là, si tu veux manger, si t'as pas le choix, là. Dans une autre vie, Diane aussi était une millionnaire du loto. Aujourd'hui, elle a besoin de la générosité des autres. Merci. Ça, c'est notre paye, ça. Au rez-de-chaussée de cet HLM, Diane et son mari vivent sur des minima sociaux. À peine 1 000 € à eux deux. Et c'est parti. Fin 2003, en jouant à la loterie québécoise, ils ont pourtant gagné un peu plus d'1 million de dollars, près de 700 000 €. Ça ici, c'était la grande journée. La journée du gain? Oui. Les heureux gagnants partent vite au soleil. Ils découvrent une nouvelle vie où tout semble facile, dans un premier temps. Parce que j'avais 1 million, j'ai été chercher le plus gros Harley Davidson avec toutes les options. Quand vous recevez une somme d'argent inattendue,
c'est plus facile à faire dépenser l'argent parce que tu n'as pas gagné à chaque de ton front. C'est... Qu'est-ce que ça a changé par ailleurs, ce gain, dans vos relations avec les amis, les voisins, les relations professionnelles? Ah, bien, quand tu gagnes, tu as beaucoup d'amis qui viennent te voir. Ah, ils sont tous mal pris. Puis après ça, quand toi, tu es mal pris, mais tu n'en vois pas un, ils sont tous cachés. Tant pis pour les amis. Diane et Léo ont investi une grosse part de leur fortune dans un projet qui leur tenait à cœur. Lancer une chaîne de pressing écologique avec des machines dernier cri. Un concept novateur, mais malgré les nombreux prix qui font la fierté de Léo, Ça, c'est le plus prestigieux, même dans mon cœur. ça n'ira pas plus loin que 2 boutiques. Leur comptable était véreux, ils ont dû tout vendre. Ils ne sont plus chez eux ici. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'était de faire confiance à des gens que j'aurais pas dû faire confiance. On s'est aperçu que le comptable, il déclarait pas ce qu'il devait être déclarant. Ça a reviré qu'on l'a congédié, là, mais il est parti avec un bon montant d'argent quand même. Vous vous êtes fait rouler, quoi. Oui. Après 10 ans, là, je commence à me dire, ben, regarde, Diane, là, c'est pas de ta faute. C'est ce qui devait arriver, il arriva, puis aujourd'hui, je l'accepte. Mais ça a été long. Oui. Long, dur et pénible. J'ai pleuré beaucoup, mais aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait la paix avec la perte de mes commerces. Comble de malchance, Diane et Léo sont tombés gravement malades peu de temps après avoir touché le gros lot. Le reste de l'argent est parti en traitement. Malgré les aléas de la vie, Léo veut croire qu'il a encore une bonne étoile. Sûr de gagner à nouveau, une fois par semaine, il tente sa chance, à la loterie 649 évidemment. Bonjour monsieur, ça va bien? Yves Lavigueur est resté fidèle à la boutique du quartier de son enfance, celle du fameux ticket gagnant, il y a 31 ans. Aujourd'hui, il mise quelques dollars par amour du jeu, rien de plus. Ça marche, ça marche. Ça marche pas. Pas plus, tu sais, j'en ferai pas une crise, là, où je viderai pas mes poches pour jouer tout l'argent que j'ai pour espérer de gagner. Non, 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 non. Aujourd'hui, je suis plus sage. Mais il en faut rien qu'un pour gagner, hein? Fait que, regardez, c'est peut-être celle-là. Hein? Merci beaucoup. Bye. Les damnés du loto, enquête québécoise menée par Jean-Carl Lambert avec Annie Triboire et Thomas Lost. Pour finir cette émission, on est à présent dans le bar de l'hôtel Raphaël. C'est un 5 étoiles, on est dans le 16e arrondissement de Paris. Un écrin qui convient parfaitement à un millionnaire venu nous parler d'argent. Bonsoir Olivier Seban. Bonsoir Thomas. Vous êtes l'auteur du best-seller « Tout le monde mérite d'être riche », publié chez Maxima, vendu dans 20 pays, traduit dans 6 langues. Et aujourd'hui, votre passe-temps favori, en quelque sorte, c'est d'aider les autres à s'enrichir. Alors vous êtes devenu millionnaire à l'âge de 32 ans, vous en avez aujourd'hui 57. Vous pesez combien, Olivier Seban ? J'ai perdu pas mal de poids, là. Je dois être 92 kilos. Quelque chose comme ça. Mais alors, ça fait combien du gramme ? Vous pesez combien en fortune ? Mais ça sert à rien. Bah si. Ça y est, mais je vais vous dire un truc. Comme si ça devait être caché, comme si c'était honteux. Oui, parce que le problème de l'argent, quelle que soit la somme qu'on gagne, c'est que les gens ont énormément de mal à donner leur salaire parce qu'ils ne veulent pas être évalués. Moi, si je dis combien je gagne, ça peut choquer énormément. Vous avez plutôt 100 millions, 200 millions Non, 200 millions non. Je ne suis pas mytho à ce point-là. Non. Vous n'êtes pas mytho du tout, parce que sinon on ne vous aurait pas invité. Non, je suis millionnaire, même plus que quelques millions, mais je fais pas partie des super riches. Mais on n'aura pas de chiffres, ça reste tabou. Non, puis des fois, je m'en rappelle pas. C'est vrai ? Ouais. C'est qu'on en a beaucoup quand on se rappelle pas de ce qu'on a, non ? Disons que j'en ai pas assez pour ne pas m'en rappeler, mais des fois, j'ai des trous de mémoire. Bon. Vous êtes devenu millionnaire à 32 ans, je vous disais. Vous êtes parti de zéro. Hein. Comment vous avez fait ? Comment on fait aujourd'hui en France pour devenir millionnaire ? C'est pas avec le salaire qu'on devient millionnaire en France aujourd'hui. Oui et non. C'est-à-dire que si vous savez utiliser vos ressources, la première ressource, c'est le salaire. Si vous savez investir une partie de votre salaire, dans l'immobilier, par exemple, vous allez devenir millionnaire un jour. Bon. Après, c'est à quelle vitesse vous allez le devenir. Bon, quand on est smicard, quand on est à 1200 par mois, on peut investir comme on veut, on ne sera jamais millionnaire. Ouais, mais il faut peut-être se bouger le derrière autrement pour essayer de monter, essayer de gagner plus, apprendre, se former. Moi, j'ai
je connais plein de personnes qui gagnaient 1200, 1300 euros par mois et qui sont devenus millionnaires. Mais il faut avoir la volonté, il faut avoir envie de changer les choses, d'avoir quelque chose en plus pour soi dans la vie. Et surtout, il faut avoir l'idée. Vous, comment vous êtes devenu... C'est quoi? C'est l'immobilier, votre truc? Non. Moi, je suis toujours entrepreneur. J'ai créé des entreprises. Donc, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont périclité. Et la première fois où je suis devenu millionnaire, c'est quand j'ai revendu mes entreprises. Et après, j'ai investi dans l'immobilier. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième étape. Moi, c'est mon cycle. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, vous êtes parti en Suisse. Tiens, un exilé fiscal, bonjour. Oh, la Suisse, la Suisse. Bon, vous savez, on dit beaucoup de choses sur la Suisse qui sont complètement fausses. Je vais juste vous donner un ordre d'idée au niveau des impôts. Entre la France et la Suisse, je ne paye que 5% de moins en Suisse qu'en France. Et vous allez me faire croire que vous y êtes allé parce que vous aimez le ski, c'est ça le ski et le chocolat. Ouais. Ah bah, il ne faut pas oublier le chocolat. Mais non, c'était pas... moi, j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai quitté la France il y a aujourd'hui 17 ans. On a vécu en Australie, on a vécu en Espagne. Enfin bref, on a profité de notre argent pour découvrir le monde. Ouais. Bon, après, on a atterri en Suisse. Pourquoi? À cause essentiellement des études des enfants. Voilà. Mais on voulait autre chose, on voulait changer de vie. Là, il y a une réforme de l'impôt sur la fortune qui est en cours. Elle est censée favoriser les riches, disent ses détracteurs. Votre Ferrari ou votre yacht devrait y échapper, même si tout ça est en discussion au Parlement. Ça peut vous pousser à rentrer en France, ça ou pas? Parce que le gouvernement dit, voilà, il faut que les riches reviennent, il faut que l'argent rentre dans le circuit économique en France, etc. Ça peut compter, ça? La France, ça reste mon pays. Je suis français et je serai toujours français. Oui, je vais rentrer. Est-ce que ça va m'inciter à rentrer? Pas spécialement. Pourquoi? Parce que les riches, honnêtement, ils s'en moquent. Je veux dire, si quelqu'un qui a un peu d'argent veut s'acheter une montre qui coûte 10 000 ou 20 000 euros, il ne va pas se poser la question de savoir si elle est plus ou moins taxée. Je veux dire, la différence, elle intervient, je dirais, où... Ça va être un peu péjoratif ce que je vais dire, mais aux petits riches, je dirais peut-être qu'ils vont voir une différence. Mais la suppression de l'ISF, c'est purement démagogique. C'est purement démagogique. Je veux dire, les riches, ils s'en moquent de payer l'impôt sur la fortune. En plus, d'avoir 5 ou 10 millions de plus sur leur compte en banque, ça ne va pas changer leur vie. Est-ce que ça fait tourner la tête, l'argent? Est-ce que ça vous a fait tourner la tête? Alors moi, pas du tout. Pas du tout. Parce que j'ai une peur, ça peut vous sembler peut-être incroyable, et j'ai toujours eu peur de manquer. Et comme j'ai démarré de zéro, je connais la valeur de l'argent, je connais la valeur du travail, et j'ai travaillé pour avoir de l'argent, pour avoir une meilleure vie. Et je vous le dis sincèrement, j'ai trop peur de le perdre, tout ce que j'ai gagné. Mais ça veut dire que ça devient une drogue, en quelque sorte. Plus on en a, plus on a l'impression d'en avoir besoin pour vivre, et plus on en veut encore plus? Non, pas obligatoirement. C'est qu'on n'a pas envie... allez, je vais faire un truc, je ne sais pas si ça va bien passer, ça. C'est-à-dire que quand vous étiez en éco, en avion, et puis vous voyagez en business, vous n'avez pas envie de revenir en éco. Donc, on fait tout pour pas retomber en arrière. Et on devient parano quand on devient riche, très riche? Moi, je ne suis pas parano. C'est mes proches qui m'ont alerté, m'ont dit « tu devrais être peut-être un peu plus parano parce qu'il y en a peut-être qui s'intéressent un peu trop à toi. » Ouais. Le regard des autres change vraiment? Ouais. On vous flatte? Ça se manifeste comment, ça? Une anecdote. Je trouve que vous êtes très bien coiffé, par exemple. Je vous trouve beau, mais... Une anecdote, il y a ma femme qui m'a dit un jour « t'as pas remarqué que le gars, bon, je ne vais pas donner son nom, mais il vient toujours à l'heure du déjeuner. » Bon, pourquoi? Parce que j'allais tous les manger au resto, c'était au bureau, j'allais toujours manger au resto. Il se pointait à 11h30, midi, comme par hasard. Bon, voilà, c'est des choses comme ça. Parce que comme ça, vous payez l'addition, c'est ça l'idée? Bien sûr. Ouais. Vous êtes heureux? Je suis pas malheureux. À partir du moment où vous n'êtes plus obligé d'aller bosser, métro, boulot, dodo, automatiquement, vous gagnez une certaine sérénité. Vous avez plus de liberté, puis vous faites ce que vous voulez de votre vie. Moi, j'ai dit ma retraite, je la veux à 30 ans, j'ai eu à 35 ans, quand j'ai vendu mes entreprises. Bon, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Merci Olivier Seban d'être venu dans Complément d'enquête ce soir. Tout le monde mérite d'être riche, et donc votre livre publié chez Maxim. Voilà, alors on a commencé l'émission avec Montesquieu, on va la terminer avec Jules Renard. C'est ce qu'il disait, Jules Renard? Je sais enfin ce qui distingue l'homme de la bête, ce sont les ennuis d'argent. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Thomas Auro, Clément Castex, Samuel Humez, Victor de Rinxin et l'ensemble de la rédaction. Philippe Lallemand et son équipe pour la réalisation. Jeudi prochain, place à la politique. Léa Salamé recevra Marine Le Pen dans l'émission politique. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bonne nuit.